En fait, si tu veux, quand j'ai été diagnostiquée, comme beaucoup de personnes, je pense, mon premier réflexe, ça a été de taper, maladie de Ménière sur Google, tout simplement. Parce qu'on m'a dit que j'avais cette maladie, mais c'est tout. Après, j'étais un peu, démunie comme ça, toute seule dans la jungle, on va dire, de la maladie et j'avais aucune idée de, comment ça allait impacter ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, comment les gens vivent avec ça, en fait. Hello Anna, Salut! comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Bah, écoute, ça va bien, très contente, de te rencontrer et d'être à Genève. Et toi, comment tu te sens? Écoute, moi j'ai eu un petit coup de chaud avant d'entrer en matière de cette interview. J'avais oublié mon micro et je pense que ça représente assez bien au final ce que c'est les troubles cognitifs et le brouillard cérébral. C'est de vouloir être au taquet mais toujours un peu oublier certaines choses au moment venu. Alors, toi, Anna, tu vis avec la maladie de Ménière. C'est un trouble de l'oreille interne, c'est un trouble vestibulaire en fait, Oui. qui provoque notamment des vertiges par crise. Ces crises, elles sont caractérisées par une sensation d'être jetée à toute allure dans une sorte de machine à laver. J'ai l'impression que c'est ça, hein, Mmh. une machine à laver le linge. Et tu es prise, évidemment, à ce moment-là, de vomissements, un cœur qui s'emballe. Enfin, voilà, c'est un peu des symptômes qui sont hyper, hyper violents, qui te demandent à ce moment-là aussi de devoir très vite te poser à terre pour pas tomber, pour pas être accidenté. Et du coup, qui sont, j'imagine aussi, assez anxiogènes. Est-ce que tu serais d'accord de nous parler de ta première expérience avec cette maladie et comment tu l'as vécue surtout au niveau émotionnel et physique? Ouais. En fait, moi, les premiers symptômes de la maladie, ça a pas été directement une crise, ça a été d'abord des instabilités. Donc au tout début de la maladie, j'avais uniquement des instabilités que je mettais sous le coup de la fatigue, plutôt parce que j'étais, en train de faire mes études, j'étais très investie dans mes études, donc j'étais assez fatiguée et donc je me disais: «Bah, c'est juste de la fatigue». Jusqu'au jour où justement j'ai fait ma première vraie crise. J'étais chez moi dans mon appartement, à Lyon, j'étais toute seule, je me souviens et en fait, j'étais à mon bureau en train de travailler et d'un coup tout s'est mis à tourner, très vite et en fait ça m'a fait très, 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 très peur parce que, je savais pas ce que c'était et en fait avec du recul, je sais maintenant que, bah, en fait j'ai fait une crise de Ménière, mais une crise d'angoisse en même temps parce que en fait, quand on n'a jamais vraiment eu de vertige, ou quoi que ce soit, quand d'un coup, toute la pièce se met à tourner, bah, moi j'ai cru que j'allais mourir en fait, tout simplement parce que je savais pas ce que c'était. Je savais pas quand est-ce que ça s'arrêtait aussi. Donc cet inconnu-là, ça fait très peur et ouais, j'étais terrifiée. Clairement, j'étais terrifiée, pendant, plusieurs heures. Ouais, c'est clair que ce que tu racontes, c'est vraiment d'une violence inouïe. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La crise s'est quand même arrêtée à un moment donné? Est-ce que quelqu'un est venu à l'aide? Comment ça s'est passé pour toi? Bah, en fait, je me souviens que au début, quand ces vertiges sont arrivés, du coup, je suis allée me mettre dans mon lit tout simplement pour être plus à l'aise et en fait, bah, du coup, il se passe, enfin, la crise, se passe et en fait, je me souviens juste que, petit à petit, le vertige s'est atténué, donc il est devenu de moins en moins intense, jusqu'à qu'au final, je m'endorme. En fait, juste après, je me suis endormie, j'ai fait une nuit complète, direct parce que je pense que mon corps était, épuisé donc en fait, j'ai même pas, prévenu, qui que ce soit parce que, je me suis endormie, directement après la crise. C'est vrai que c'est assez, anecdotique, enfin, dans le sens, c'est particulier. Enfin, j'imagine Ah si je oui, oui. vivais une crise pareille, alors moi aussi j'ai un trouble vestibulaire, mais ça se manifeste pas de la même manière. Je pense qu'après j'aurais clairement appelé les urgences ou mon mari ou quelqu'un pour dire: «Il s'est passé vraiment quelque chose d'hyper violent là». Et toi, tu as réussi à t'endormir dans cette situation? Bah, en fait, j'ai même pas contrôlé, je pense que ça s'est fait tout seul. En plus, de base, je suis quelqu'un qui dort pas facilement donc ça m'a surpris aussi. Mais je pense que le corps était tellement fatigué que direct, je me suis endormie. C'est plus le lendemain matin où ça m'a fait tout drôle, parce que je me souviens qu'à mon réveil, je me suis dit: «Est-ce que c'était un cauchemar ce que j'ai fait ou est-ce que ça s'est vraiment passé?» et après, bah, j'ai avec du recul, j'ai su que, bah, si, c'était vraiment ça. Mais le réveil était très, très particulier, Mmh. quand même. En dehors du fait que tu demandais si ça avait vraiment existé ou pas, est-ce qu'il y avait un résidu de symptômes qui était resté suite à cette crise? J'étais très fatiguée.
J'avais la tête, en fait, j'avais comme je sentais ma tête comme si c'était gonflé à l'intérieur. J'avais une sorte de pression, en fait, sur le crâne, un peu plus comme si on m'appuyait sur le crâne. Donc j'avais ça qui était resté et puis je sentais quand même que j'étais très fatiguée, assez faible, de manière générale. Mmh. Et là, du coup, tu as pris, en charge un peu cette situation? Tu as contacté un médecin ou quelqu'un? Bah, là, j'en ai parlé à mes parents déjà, parce que ça m'avait fait peur. Donc, je leur ai expliqué que ça faisait quelques semaines que j'avais des vertiges et que hier soir, il y avait eu un gros truc et cetera. Et c'est eux qui m'ont un peu plus poussée à consulter, à aller voir déjà mon généraliste pour après aller voir un ORL. Donc, c'est ce qui s'est passé. Enfin, au début, j'ai vu mon généraliste qui savait pas trop ce que ça pouvait être, donc qui m'a redirigée vers un premier ORL. J'en ai fait pas mal des ORL parce que ça a été un peu compliqué, d'en trouver un, on va dire, à l'écoute de mes symptômes. Mais voilà. Mmh. Est-ce que tu penses que même dans le milieu médical, il y a des a priori tels qu'elle présente bien, donc elle est pas malade? Je te pose cette question parce que je me souviens qu'un médecin un jour a supposé que tu étais en forme parce que tu étais arrivée, maquillée, à ton rendez-vous, médical. Ouais, oui, oui, je pense qu'il y a des a priori. Heureusement pas chez tous les médecins, mais chez certains, oui. En effet, j'ai eu ce truc où, je venais voir un médecin quelques jours après une crise parce que j'avais besoin tout simplement d'avoir un arrêt parce que j'étais pas en fait, après une crise, il me faut au moins 4, 5, voire 6 jours d'arrêt pour pouvoir récupérer un petit peu et donc je venais pour tout simplement pour un arrêt. C'était un médecin qui ne me connaissait pas, donc je lui ai expliqué ma maladie, mes symptômes, mes traitements, enfin voilà, ça faisait un petit moment déjà donc tout était carré et en fait, ce médecin a présumé que comme je m'étais un petit peu maquillée, bah, en fait, c'est que ça allait plutôt bien. Alors qu'en fait, la seule activité de ma journée, ça avait été de mettre du mascara pour moi me sentir un petit peu mieux, Mmh. donc j'ai eu ça et après c'est plus, le au niveau du diagnostic où en fait, comme j'avais 19 ans à l'époque, il y a beaucoup de médecins qui ont présumé qu'il y avait rien, que c'était juste du stress, à cause des études ou un peu de fatigue ou une mauvaise hygiène de vie parce que je suis étudiante, donc forcément j'ai une mauvaise hygiène de vie et cetera. Ce qui était faux en plus, mais c'était plus par rapport à mon âge aussi Mmh. que ça a joué. Donc beaucoup d'a priori. Ouais. Mais à ce moment-là, en tout cas, quand tu as rencontré ce médecin qui supposait que tu allais bien parce que tu étais maquillée, tu avais déjà un diagnostic de Oui. posé? Oui, oui, j'avais déjà un diagnostic, ça faisait même plusieurs mois, presque un an même, je pense que j'avais le diagnostic et je venais dans un but précis. Enfin, moi, je disais: «J'ai fait une crise, j'ai besoin d'un arrêt». Je cherchais pas à être diagnostiquée ou à ce qu'on me détecte quelque chose parce que je savais déjà, ce que j'avais. Et à ce moment-là, tu pouvais pas aller chez le médecin qui t'avait diagnostiqué par hasard? Non, parce que c'était un ORL et en fait, les rendez-vous chez les ORL, c'est plusieurs mois, en tout cas en France et j'avais pas de médecin traitant, à l'époque. Donc du coup, bah, je Mmh. devais aller chez le généraliste qui veut bien m'accueillir. Donc on choisit pas forcément, chez qui on va, quoi. Mmh, je vois. En dehors des crises, quels symptômes, toi, tu rencontres au quotidien maintenant? Parce qu'on imagine bien ces crises comme des cellules, hein, des moments donnés qui durent quoi? 5, 6 heures, quelque chose comme ça? Oui. Et après, dans le quotidien, qu'est-ce qui reste? Alors, entre ces crises, il va y avoir énormément de fatigue chronique parce que même si on n'a pas de crise pendant un certain moment, en fait, juste le fait d'être debout, pardon, juste le fait d'être debout, de marcher, de se repérer quelque part, de prendre des transports, de conduire et cetera, tout ça, ça demande au corps d'arriver à s'équilibrer, chose qu'il fait normalement naturellement, mais qui demande un effort, ayant un problème, à l'oreille interne. Donc ça, en fait, ça crée beaucoup de fatigue, bah, chez moi, tout simplement. Enfin, ça crée beaucoup de fatigue chronique, une moins bonne récupération aussi, des acouphènes. Ça part pas. Ils peuvent augmenter si, par exemple, je suis stressée, si je suis fatiguée, si je suis malade aussi et cetera, mais ils sont toujours là. Et voilà, ces instabilités, ces tangages dont je parlais où voilà, c'est un peu comme si on marchait sur du coton ou sur un bateau qui tangue un peu. Enfin voilà, ces instabilités, ça, elles sont là au quotidien, plus ou moins fortes selon les jours. Mais principalement, en tout cas, ça serait des acouphènes, des tangages, et de la fatigue, au quotidien et des fois un petit peu justement, tu en parlais tout au début,
du brouillard mental, cette, difficulté à se concentrer ou à se souvenir de certaines choses et cetera, ça arrive aussi. Mmh. Les acouphènes, c'est plutôt au coucher que ça se manifeste ou c'est tout au long de la journée? Alors, en fait, un acouphène, en tout cas chez moi, c'est là tout le long de la journée de manière plus ou moins, régulière, de la même intensité, pardon. Sauf que on les entend plus au coucher, forcément parce qu'il y a plus de bruit ambiant. Si tu veux, au quotidien, par exemple, là ou même de manière générale en journée, ça ne me gêne pas beaucoup parce que déjà j'habite en ville, donc il y a du bruit et parce que voilà, on est en mouvement, on n'est jamais dans le silence total. Sauf que le soir, en général, tout se calme forcément et c'est là où en fait, où les acouphènes, on a l'impression qu'ils sont plus forts, mais ils ne le sont pas forcément plus, c'est juste que comme il y a plus de bruit ambiant, on les entend beaucoup plus et on y fait plus attention, aussi. C'est ça, c'est aussi cette question où des fois, quand on est concentré sur autre chose que sur le symptôme, on le ressent moins. Oui. Alors qu'au moment du coucher, bah, il y a tout l'espace aussi pour avoir l'attention là-dessus quelque part. Il y a l'attention et le bruit ambiant qui diminue. Du coup, ça fait que les 2 ensemble, ça peut en effet, gêner pour dormir, par exemple, à ce niveau-là, ouais. Et qu'est-ce que tu as trouvé aujourd'hui comme moyen de réduire, la fatigue chronique, les acouphènes, le brouillard mental, toutes ces choses-là? Est-ce que tu as eu des leviers qui te permettent, que ce soit un peu plus faible? Alors, j'ai pas de solution, magique, on va dire. Pour la fatigue chronique, c'est tout simplement, j'ai un peu, appris à comprendre mon corps, et à savoir que, bah, si je fais ça comme activité, le lendemain, il faut que j'ai un temps où je peux me reposer un peu plus. C'est plus, en fait, une, gestion de mon énergie. C'est pas très beau dit comme ça, mais je me connais, en fait. Je connais ma capacité, d'énergie et je le sens aussi quand je suis en train d'aller un peu trop loin ou pas. Donc j'essaye, en fait, au maximum, même si on n'a pas le contrôle sur tout, mais voilà, de me prévoir des petits temps de sieste si je peux ou d'organiser le mieux possible pour que j'ai des temps de repos quand même. Après pour les acouphènes, moi j'ai fait un travail en fait de thérapie cognitive et comportementale avec une psychothérapeute parce que, moi j'étais obsédée en fait par mes acouphènes presque, le soir justement. Comme c'était très calme autour de moi et que, il y avait plus de bruit, j'étais obsédée par ça. Dès que je les entendais, je concentrais totalement mon attention dessus et du coup, j'arrivais plus à dormir avant des heures et des heures. Donc j'ai fait un travail justement en thérapie pour défocaliser et juste me dire: «Il est là, il fait sa vie, mais je fais la mienne et je me focalise pas dessus». Donc ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Et après, pour les instabilités, par contre, pour le coup, j'ai pas trouvé de choses particulières. De manière générale, pour tous les symptômes, c'est vraiment plus, essayer de gérer au maximum, mon énergie du mieux que je peux. Même si, par exemple, avec le travail, on choisit pas forcément, mais en tout cas, quand j'ai le choix, d'essayer de m'organiser pour avoir du repos, entre plusieurs activités et cetera. Je pense que la question de la gestion d'énergie, elle est assez intéressante pour toutes les personnes qui vivent avec des maladies chroniques, parce que très souvent, il y a justement, tout d'un coup, une possibilité de faire une activité ou d'aller travailler un moment ou des choses comme ça. Puis ensuite, il y a souvent des crashs, Ouais. le lendemain ou quelques heures plus tard et c'est vraiment comment savoir sur la journée organiser son temps pour à chaque fois avoir un temps de repos, entre les activités et le repos, en plus de ça, il diffère chez les Mmh. personnes. Chez certaines personnes, ça va être, regarder une série. Par exemple, pour moi, c'est pas du tout le cas. Je suis quelqu'un de tellement empathique que quand je regarde une série, je vais me mettre à la place de tout le monde, je vais commencer à stresser Ouais, donc c'est et du pas coup, du je tout me du repose repos. pas. Pour une autre personne, ça va être, par exemple, lire ou ça va être faire une sieste. Enfin, on est chacun très différent, mais c'est vrai que Mmh. la question d'aménager des temps de repos, elle est intéressante quand il y a de la fatigue chronique. Après, tu parlais du fait de défocaliser par rapport aux symptômes d'acouphènes. Comment on défocalise d'un symptôme qui est là, en permanence? Bah, après ça dépend aussi de chaque personne parce qu'en fait, ce type de thérapie, c'est adapté aussi, selon chaque personne. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup d'exercices de respiration, de relaxation, et de visualisation où en fait, tout simplement, comme moi, c'était au coucher que ça me gênait vraiment. Et ben j'essayais en fait tout simplement, d'imaginer des histoires qui ont aucun rapport avec ma maladie, des choses assez positives, qui me font du bien et cetera. Je lisais beaucoup aussi le soir pour que du coup, bah, mon attention soit plus vers le livre. Mais moi, ça a été beaucoup aussi de relaxation, de respiration pour aussi détendre le corps.
parce qu'en fait, le fait d'être focalisée sur les acouphènes, ça m'énervait, en fait. Donc ça me tendait avant de dormir, donc c'était pas du tout, idéal. Donc moi, ça passe aussi par, se calmer aussi et se détendre. Tu évoques les visualisations. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager, un de tes scénarios, de visualisation avant de t'endormir? Alors ça fait longtemps que j'en ai pas fait parce que maintenant c'est assez, en fait ça je l'ai fait beaucoup au début quand ça me gênait. Mais par exemple c'était, m'imaginer dans un endroit, qui me fait du bien. Donc moi par exemple un endroit où je me sens bien c'est dans la forêt. J'essaye d'imaginer les bruits de la forêt, l'odeur et cetera. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vois et cetera. Alors au début c'est très compliqué, hein. Au début, quand on m'avait proposé cet exercice j'étais là genre: Ouais, c'est un peu perché, enfin, je sais pas, et en fait, au début, c'est un peu compliqué, mais petit à petit, ça se fait «plus naturellement» entre guillemets et du coup, voilà, je m'imaginais un peu, en fait, dans un endroit où je suis bien, où je suis détendue. Donc ça, c'est propre à chacun et donc souvent, je m'imaginais en forêt, en train de me balader, tout simplement. Mmh. Au début de l'interview, tu parlais de la crise d'angoisse que tu as fait en même temps que la crise de Ménière. Est-ce que tu vois un lien entre, monde psychique et monde physique? Alors pour la maladie de Ménière, déjà on sait pas vraiment, ce qui déclenche, cette maladie. Par contre, ce qu'on sait et ce qui est prouvé, c'est que, tout ce qui est, stress, angoisse, ça peut déclencher des crises. Il y a un lien, totalement, enfin factuel par rapport à ça. Où ça peut aggraver des symptômes et le problème, en fait, qui arrive souvent, avec la maladie Ménière, notamment au début, c'est que les crises, sont assez traumatisantes et quand on termine une crise, on angoisse de la prochaine parce qu'en fait, elles sont imprévisibles aussi. Il y a ce truc où une crise peut arriver à n'importe quel moment, donc quand on est dans la rue, quand on est en train de conduire et cetera, donc c'est des moments plutôt angoissants et le problème, c'est que cette anxiété qui est déclenchée par les crises, elle génère aussi des crises. Donc ça fait un peu un cercle vicieux, à ce niveau-là. Et donc là, en tout cas, oui, oui, il y a un lien, vraiment, entre les 2. Après, de manière générale, je j'ai pas les compétences pour le dire, mais en tout cas, pour le déclenchement des crises, il y a un lien entre, le mental et les crises, ouais. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sens quand il y a une crise qui approche? Alors, j'ai un petit signe annonciateur, on va dire, c'est qu'en fait, alors elle approche très vite. C'est-à-dire que quand j'ai ce signe-là, c'est qu'elle arrive dans les secondes, donc c'est assez tard, on va dire. C'est qu'en fait, mon acouphène augmente. Je sens qu'il est beaucoup plus fort et donc à ce moment-là, je sais que, il faut que j'essaye de me mettre dans un cadre assez, sécurisant pour moi, parce que, voilà, Ouais, donc la crise ça arrive, quoi. précède vraiment à quelques secondes. C'est pas Ouais. quelques jours avant, Non, tu non, pas non, le temps de t'y préparer plus que ça. Au moins, tu te mets dans un endroit en sécurité. c'est ça. Je me demandais si tu avais déjà ressenti une stigmatisation ou un manque de compréhension de ton entourage en raison de la nature invisible de la maladie de Ménière? Disons que moi déjà j'ai été diagnostiquée à 19 ans, et je pense que déjà à cet âge-là, c'est pas forcément simple de comprendre ce que c'est une maladie chronique, qui plus est une maladie méconnue et qui plus est une maladie qui se voit pas. Donc je sais qu'à cette époque-là, à l'école où j'étais, il y avait peut-être des personnes qui ont eu du mal à prendre au sérieux en fait, ce qui se passe. Le problème aussi, c'est que quand on dit: «J'ai des vertiges», en tout cas moi quand je le disais, les personnes imaginaient, quand elles ont pas trop bien mangé le matin et que du coup elles ont un petit coup d'hypoglycémie ou quelque chose comme ça. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout le même type de vertige, c'est pas un malaise en fait, c'est vraiment un vertige où ça tourne. Donc en fait, j'avais du mal à faire comprendre mes symptômes, surtout. Après mes proches, très, très proches, comme, mes parents ou mes amis vraiment très proches, ils ont toujours essayé de comprendre et du coup, ils ont compris, tout simplement. Certaines personnes ont pu voir aussi des crises ou des symptômes, donc là, je pense que ça aide aussi quand on voit la crise. Mais, c'est plus un entourage moins proche qui est pas forcément confronté directement, qui avait du mal à comprendre les symptômes et le fait aussi que ça reste. Parce que plusieurs fois, on pouvait me dire, «Mais tu es toujours malade» et moi, je disais: «Mais oui, je serai toujours malade». C'est le principe justement de la maladie chronique, c'est qu'il y a des périodes où je suis bien, des périodes où je suis moins bien, mais de manière générale, j'aurai toujours cette maladie avec moi et ça, c'était très compliqué et c'est des fois toujours compliqué à faire comprendre, même à des adultes et cetera, qu'on peut être bien lundi et on peut être très mal mardi. C'est aussi la soudaineté de la maladie, Mmh.
Je pense comme dans beaucoup de maladies chroniques, quand il y a des crises, ça arrive d'un coup, on choisit pas et c'est comme ça, en fait. Et même au sein d'une même journée. Oui, Les oui, oui. symptômes peuvent complètement changer et ça, c'est très déroutant, même pour soi-même, hein. On peut Ah se oui. lever et être plutôt bien et puis ça se dégrade au fil de la journée alors qu'on s'était dit: «Bon, bah, ça allait plutôt pas mal donc Mmh. je vais honorer telle ou telle chose, telle activité, tel rendez-vous» et pour finir, c'est plus possible de le faire parce qu'en fait, on décline, au fil de la journée ou se réveiller hyper mal et aller mieux après. Ouais, Il y a pas de constance et c'est ça c'est vraiment le ça. côté chronique qui est hyper difficile à se représenter pour les personnes qui ne le vivent pas en réalité. Il y a souvent cette croyance et je pense aussi avec, la maladie de Ménière, c'est qu'on est malade que quand il y a la crise. Un peu, comme si on était malade que quand on a la grippe. OK, on est malade, puis on n'a Mmh. plus la grippe, donc on n'est plus malade. Donc ça pourrait être un peu ce sous-entendu, bah, tu es malade quand tu es en crise, mais quand tu es pas en crise, tu es plus malade. Mais en fait, il y a des symptômes qui persistent dans le temps, en réalité, qui sont justement ces acouphènes, ce brouillard, cette fatigue, enfin toutes ces choses-là. Exactement, ouais. Est-ce que du coup, cette maladie, elle a impacté, ton parcours professionnel? Parce que c'est quand même arrivé à l'âge de 19 ans. Je pense que c'est un peu une période où faut se situer sur, où est-ce qu'on a envie Ouais. d'aller et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là, au niveau pro? Bah, moi, quand la maladie est arrivée, du coup, j'étais en fin de première année d'études, si je dis pas de bêtises, ou début de deuxième année, mais en tout cas, j'étais au début de mes études. Ça a été compliqué parce que, du coup, il fallait aussi justifier mes absences parce que forcément, bah, j'avais des absences un peu, au dernier moment, et là où j'étais, en fait, il y avait des absences, un quota d'absence, si tu veux, donc que j'ai dépassé et en fait, c'était compliqué aussi juste de faire comprendre que, bah, je ne choisis pas ces absences et que normalement, en fait, si on dépasse ce quota, je devais être exclue. Parce qu'on estime qu'au-delà de tant d'heures, loupées, on peut plus suivre le cours et donc on peut pas, réussir l'année. Sauf que j'ai réussi à avoir j'avais des bonnes notes quand même, donc j'ai pu quand même continuer. Mais c'est vrai que, même à faire comprendre, à la vie scolaire et cetera, aux professeurs, j'ai des professeurs qui ont été géniaux, qui ont très, très bien compris, qui même m'aidaient parce que soit ils me donnaient les cours quand j'étais pas là ou soit ils me faisaient refaire des examens quand j'en avais loupé et cetera, donc géniaux et d'autres, moins. Mais bon, après ça, c'est comme tous les humains, on va dire. Mais ça a impacté surtout mes études à ce moment-là. J'ai réussi tant bien que mal à valider mes années, mais c'est vrai que les 2 premières années où la maladie a été le plus intense, c'était compliqué d'assurer à la fois, bah, gérer la maladie, gérer les cours, gérer les examens, et cetera. Et du coup, est-ce que le quota d'absence, ce serait pas une première discrimination, de la maladie? Bah, oui et non parce que d'un côté, moi, enfin, on m'en a pas tenu compte puisque finalement, même en ayant dépassé le quota, j'ai pu continuer, à faire mes études, à passer les examens et cetera. J'ai pas été exclue, et cetera. Parce que justement, je pense comme c'était, des raisons de santé, ça a pu passer et parce que j'avais des bonnes notes derrière. Mais c'est vrai que dans d'autres cas, peut-être que ça peut être, plus discriminant, ouais. Ouais, on peut imaginer qu'une personne qui, du coup, avait eu le même nombre d'absences, mais pas des bonnes notes, et ben là, ça aurait Ouais, été là, plus ça aurait été plus difficile, compliqué, je pense. pour cette personne-là. Toi, tu t'es formée en autodidacte à la réalisation d'un documentaire qui s'appelle «Danser sous la pluie», qui vient de voir le jour. En tout cas, il est projeté actuellement dans certains endroits, mais il n'est pas encore, en ligne. C'est ça. Alors déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que «danser sous la pluie» signifie pour toi et surtout qu'est-ce qui t'a donné, l'élan de réaliser, ce documentaire? En fait, «Danser sous la pluie», c'est la fin d'une citation, de Sénèque qui est: «La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie». Et en fait, cette phrase, je l'ai lue dans un livre, qui s'appelle «Les Vertiges», il me semble, de Christelle, mais j'ai plus son nom, enfin son nom de famille, mais c'est une personne qui a la maladie de Ménière, qui a écrit, tout un livre où elle explique, en fait, ce que ça a fait, sur sa vie, personnelle, professionnelle et cetera. Et à la fin, justement, elle, nomme cette citation et en fait, elle m'a directement parlé parce que je trouve que c'est hyper représentatif, et signifiant dans les maladies chroniques, puisque, bah, moi, je l'ai entendu comme: «Je peux pas attendre de guérir pour vivre», parce que tout simplement, il y a de grandes chances que je ne guérisse jamais et je trouvais que c'était un message, très lumineux, très solaire, qui me parlait beaucoup et que c'est ce que je voulais aussi passer à travers mon documentaire que, même si on a une maladie qui est difficile, qu'on n'arrive pas forcément à gérer aussi, tout le temps, bah, qu'en fait, il faut quand même vivre avec, et essayer de vivre mieux aussi, malgré cette maladie. Donc, du coup, je trouvais que le message, passait très bien, à Mmh. travers ça.
Et alors, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de réaliser ce documentaire? En fait, si tu veux, quand j'ai été diagnostiquée, comme beaucoup de personnes, je pense, mon premier réflexe, ça a été de taper, maladie de Ménière sur Google, tout simplement. Parce qu'on m'a dit que j'avais cette maladie, mais c'est tout. Après, j'étais un peu, démunie comme ça, toute seule dans la jungle, on va dire, de la maladie et j'avais aucune idée de, comment ça allait impacter ma vie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce que je peux faire? Enfin, comment les gens vivent avec ça, en fait et j'avais besoin de représentation, de témoignages de personnes qui ont cette maladie, même si je savais que selon les personnes, ça pouvait varier évidemment et je trouvais rien. En fait, je ne trouvais rien du tout. Tout ce que je trouvais sur la maladie, c'était des sites médicaux qui me décrivaient les symptômes et cetera. Donc ce qui est très bien, ça permet d'apprendre plus sur la maladie, mais moi je les vivais ces symptômes, donc c'est pas ce que je cherchais. Je cherchais plus l'humain, le ressenti humain derrière la maladie et sur le coup, je me souviens, donc c'est quand même il y a 7 ans, je m'étais dit: «Bon, bah, quand ça ira mieux, je ferai un truc». Je savais pas, trop quoi, mais je m'étais dit: «Je ferai un truc» et là, en fait, j'ai la chance, depuis, presque 3 ans, j'ai pas fait de crise, donc je me sens mieux globalement, même s'il y a toujours des symptômes, mais ça va beaucoup mieux et en fait, bah, il y a 2 ans et demi, je me suis dit: «Bah, je vais faire un documentaire, sur la maladie de Ménière, mais pas que». C'est surtout, en fait, sur, l'impact psychologique, l'impact relationnel aussi de la maladie chronique en général. Ça part de Ménière, mais en fait, ça représente pas mal de maladies et je pense qu'on a besoin aussi de voir ça, pour les gens qui vivent ça et aussi pour les proches, pour qu'ils comprennent ce que ça fait, en fait, de vivre avec une maladie chronique. Mmh. Un des thèmes qui est vraiment, abordé, une idée forte en tout cas de ton documentaire, c'est la question de l'identité. Mmh. D'ailleurs, il y a une phrase que tu dis, que je cite, c'est: «Et puis un jour quelque chose», on entend là la maladie, «vient perturber ton puzzle». Qu'est-ce que tu entends par là? En fait, c'est une phrase qui intervient après, une voix off où en fait j'explique que l'identité en général, elle est, façonnée par plusieurs choses. Ça peut être, son vécu, ses expériences, sa personnalité, ses goûts et cetera et ce tout-là forme notre identité et que, bah, justement, je trouve qu'on peut s'identifier par son métier, s'identifier par ses passions et cetera. Et puis quand il y a quelque chose qui vient mettre un peu le bazar là-dedans, dans ce que j'appelle le puzzle justement, ça peut être très, très compliqué psychologiquement et en fait, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu parce que, bah, quand la maladie est arrivée, mes études, ça a été très compliqué alors que moi, j'étais vraiment à fond dans mes études donc un peu trop peut-être, mais du coup, je m'identifiais beaucoup par ça. Par le sport, je faisais beaucoup de sport, je pouvais plus du tout en faire. J'étais, assez, pétillante, assez énergique. Là, j'étais, raplapla. Donc en fait, ça a été très, très déstabilisant parce que toutes ces petites pièces de puzzle par lesquelles je m'identifiais et bien, en fait, elles étaient plus là et donc c'est ça, que je représente par puzzle. C'est un peu toutes ces parties de notre identité qui nous constituent. Quand elles n'arrivent plus à être, c'est assez déstabilisant, ouais. Il y a une autre phrase qui m'a énormément touchée, celle-là vraiment très, très fort, où tu dis: «Ce qui me compose profondément a toujours été là, même quand je n'étais plus qu'à moitié». Cette phrase, elle me touche parce qu'il y a déjà la sensation de se sentir à moitié quand on est malade. Donc, ça montre aussi à quel point on vit dans un monde qui est tellement validiste, qui considère qu'on est entier tant qu'on est en bonne santé et à moitié quand on est malade. Donc, il y a cette première chose qui est assez bouleversante, je trouve. Et la deuxième, c'est en effet le fait que le soi profond, intérieur, lui, il est pas touché au final. Et du coup, j'aimerais savoir, est-ce que cette partie-là, chez toi, elle a été aussi impactée par la maladie ou au contraire, tu as toujours trouvé cette toi intérieur quelque part, qu'importe si tu étais à moitié, comme tu le disais, ou non? En fait, une des choses qui a été très, très difficile pour moi psychologiquement, c'est que j'ai eu l'impression de me perdre. C'est-à-dire que comme je pouvais plus faire ce que j'aimais, les études, c'était compliqué, heu, je me reconnaissais pas même, dans mes traits de caractère. J'étais quelqu'un d'assez rigolote, on va dire. Là, j'étais agacée, j'étais en colère, j'étais à vif, en fait, tout le temps. J'étais tout le temps à vif, donc j'étais pénible, même pour mon entourage. Je pense que c'était pas facile, mais
Mais je me reconnaissais pas dans le caractère, ni dans le physique, parce que même si c'est une maladie invisible, les crises, la fatigue, ça marque aussi. Donc, j'avais perdu beaucoup de poids, et donc tout ça, en fait, fait que j'avais l'impression que je me perdais. Et ça a été très dur parce que je me disais: «Donc là, en fait, je suis plus celle que j'étais avant et ce que je deviens, cette personne, froide, pas bien, j'aime pas». Donc j'avais l'impression, en fait, de plus rien contrôler, de plus être du tout qui j'étais et ça a duré un bon moment quand même et en fait, c'est que maintenant que ça fait, 3 ans que je fais plus de crise, que je vais beaucoup mieux, qu'en fait j'ai retrouvé mais exactement, ce que j'étais, avant. C'est-à-dire que, j'ai toujours mon côté pétillante, je suis toujours très curieuse, où j'aime beaucoup l'humain et cetera. Les gens ne m'agacent plus, enfin voilà, tous ces traits très négatifs, en fait, ils étaient là uniquement parce que mon corps était dépassé par les symptômes, par la maladie, mais ça ne m'identifiait pas. Moi, ce que je suis vraiment, ça a pas bougé. Je pense que par contre, il y a une évolution forcément, par la maladie, mais qui peut être très positive. Mais ce qui me compose profondément, bah, je répète ce que je dis, c'est que, c'était là, c'est juste que c'était pas accessible à ce moment-là. Il y avait trop de symptômes, il y avait trop de choses qui se passaient, je pouvais plus y accéder, mais en fait, une fois que ça va mieux, c'est toujours là, donc voilà. Mmh. Avec beaucoup de sagesse, tu as remplacé la question «Pourquoi ça m'arrive?» par «Qu'est-ce que cela m'apprend?» Alors du coup, qu'est-ce que cette expérience avec la maladie de Ménière t'apprend? Bah, moi, ça m'a appris, plein de choses. Déjà, je pense que quand on a une maladie chronique, assez tôt, ça nous fait grandir assez vite, parce qu'on est confronté à plein de choses auxquelles on n'est pas forcément, confronté à cet âge-là habituellement. Donc, je pense que j'ai mûri très vite. Ça m'a rendue plus empathique qu'avant. Alors, je l'étais déjà pas mal, je pense, avant, mais maintenant, disons que je pense que j'ai beaucoup de moins de jugement, sur les gens. C'est-à-dire que bah, en fait, je me dis quand je rencontre quelqu'un que je connais pas, je me dis que je sais pas ce qu'il traverse, que je sais pas ce qu'il vit. Donc du coup, je suis beaucoup plus indulgente, on va dire, quand je rencontre des gens, quand je parle avec eux. Si par exemple, je sais pas, ils me parlent pas très bien ou ils sont assez froids ou que sais-je, je me dis: «Oui, mais je sais pas ce qu'il vit en fait. Ça se trouve là, ça fait 1 heure qu'il attend le bus, il a un problème à la jambe, il est mal», enfin voilà et du coup, ça m'a appris un peu ce côté-là de tu sais pas ce que les gens traversent, donc prends-le en compte quand tu t'adresses à eux, et ouais, de manière générale, beaucoup plus d'empathie, de maturité et mine de rien, même si la maladie ralentit à certains moments, moi, ça a été mon moteur quelque part parce que ce documentaire, si j'étais pas malade, je pense que j'aurais jamais fait un documentaire. Enfin, ça vient de là aussi, donc il y a plein de choses positives quand même qui peuvent en ressortir. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors à ce documentaire? Bah, qu'il soit vu, apprécié aussi et voilà, le but, moi, de toute façon, c'est de le diffuser au maximum pour que les gens, bah, qui se sentent concernés déjà peuvent se sentir représentés aussi. Je pense que les retours que j'ai eus, c'est des gens qui se sentent moins seuls parce qu'ils me disent: «Bah, c'est tout à fait ce que je vis et ça me fait du bien» et aussi que les gens qui ne vivent pas ça, puissent le voir pour tout simplement qu'ils puissent comprendre ce que c'est d'avoir une maladie chronique, au-delà juste des symptômes, des médicaments, mais comment ça impacte une vie, sur tous ces aspects. Mmh. Moi, j'arrive gentiment sur les 2 dernières questions de fin. Est-ce que toi, Anna, tu as envie de rajouter quelque chose avant? Non, ça va. Alors, quel message tu aimerais transmettre aux personnes qui vivent avec une maladie, invisible? Bah, le message que j'aimerais faire passer, c'est que souvent, quand on a une maladie, invisible, on va penser à soigner son corps du mieux qu'on peut, voilà, que ce soit par des traitements, des thérapies et cetera. Mais je pense que on oublie beaucoup de prendre soin aussi de son mental, tout simplement. Parce qu'en fait, déjà, on ne le recommande pas forcément. On nous donne des médicaments, mais on nous donne pas une ordonnance, chez un psy, par exemple. Et je pense, en fait, que quand on tombe malade, l'esprit, le mental, il est autant impacté que le corps, si ce n'est parfois plus à certains moments et que pour moi, c'est aussi important de prendre soin de sa santé mentale que de sa santé physique parce que l'un ne marche pas sans l'autre et si on est atteint sur les 2, on peut arriver à des périodes vraiment très, très, très compliquées. Donc pour moi, ça serait vraiment de prendre soin de son corps, mais aussi de sa tête. Et quel message tu passerais à l'entourage des personnes qui ont des maladies invisibles? Bah, d'essayer de comprendre, même si je sais que c'est compliqué parce que des fois, on a du mal à l'expliquer, même déjà. Mais surtout, en fait,
de considérer ce qu'on dit. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidée, c'est que mes parents, dès le début, dès le premier symptôme que j'ai eu, ils n'ont jamais remis en question ce que je disais. Jamais. Donc, c'est-à-dire que même si je leur disais: «Là, tout tombe dans ma tête» et qu'ils ne voyaient rien, ils ont toujours pris en considération ce que je disais. Ils n'ont pas diminué aussi ce que je vivais en me disant: «Oui, tu as juste un petit vertige, tu es un peu fatiguée». Non, donc ça serait vraiment de considérer. Parce que même s'ils peuvent pas forcément comprendre ce que je vis, ils le considèrent et déjà ça, c'est énorme. Mmh. Et quel super pouvoir la maladie de Ménière t'a amené? Quel super pouvoir? C'est une bonne question. Je dirais que ça m'a rendue plus volontaire dans ce que je veux faire, plus déterminée. Comme je disais tout à l'heure, ça a été un moteur pour réaliser des projets, et maintenant que j'ai réussi à faire mon documentaire, ça me donne envie de faire plein d'autres choses, encore. Justement parce qu'il y a ce côté où là, je vais bien, donc je veux en profiter. Donc ça serait plus le côté, bah, profite maintenant que ça va, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura après. Donc oui, de vivre, plus, de vivre pleinement en fait, De plutôt. continuer à danser sous la pluie. Exactement. Merci Anna pour ton Bah, témoignage. merci à toi. Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.